La première fissure ne fut ni un cri, ni une dispute. Ce fut un verre déplacé de 2 doigts vers la droite sur le plan de travail de la cuisine, comme si cette maison voulait rappeler qui commandait réellement en ce lieu. Le matin, entrait par la fenêtre avec une lumière pâle, mais l'air semblait lourd, un air qui ne faisait pas bouger les rideaux, ni ne parfumait le pain tout juste grillé. Elle s'était réveillée avant le soleil, par habitude et par instinct, et marchait pieds nus en cherchant à apprivoiser le silence par de petits gestes, chauffer l'eau, compter mentalement les pas jusqu'au couloir, plier la serviette près du poêle. Le verre déplacé n'était pas seulement un verre, c'était un message. Ici, tout a sa place, et si tu ne la connais pas, quelqu'un la connaît pour toi. Lui, dans la chambre, dormait paisiblement, la large poitrine montant et descendant à un rythme régulier, innocent de la chorégraphie invisible qui gouvernait ses pièces. Sa mère, dans la chambre voisine, respirait comme quelqu'un qui veille même en rêvant, et la maison entière semblait écouter. Le couloir portait de vieilles photos dans des cadres brillants, polis au point de refléter les visages de ceux qui passaient pressés. Sur l'une, lui enfant, souriant dans les bras de sa mère. Sur une autre, sa remise de diplôme, le ruban autour du cou et la fierté peinte sur son visage à elle. En face, le portrait du père, sérieux, absent depuis assez longtemps pour devenir à la fois bannière de nostalgie et argument d'autorité. Elle traversa ces histoires, qui n'étaient pas les siennes, et tenta d'y trouver sa place. La voix de la belle-mère arrivait avant sa présence réelle. Une question qui n'était pas une question. « Il est tôt pour allumer le poêle, tu ne trouves pas ?» Suivi de ce sourire qui mord de l'intérieur. « Bien sûr, » dit-elle, et éteignit la flamme comme on éteint un morceau de soie. L'horloge murale marquait 1 heure exacte, mais le temps là-bas suivait un autre compte, celui de la discipline, de la comparaison, du compliment qui vient avec un hameçon. Lorsqu'il entra dans la cuisine, cheveux en désordre, corps réchauffé par le sommeil, elle se recroquevilla légèrement sans s'en rendre compte. Il l'enlaça avec tendresse, et la mère, depuis la porte, commenta « Attention à ne pas froisser ta chemise, mon fils. Il y a une visite importante aujourd'hui. » C'était une phrase banale, mais elle portait avec elle la poussière d'une idée. Le geste d'amour est incommode lorsqu'il ne rentre pas dans les règles de la maison. Il y avait une liste de tâches sur le réfrigérateur, écrite à la main, lettres fermes, comme pour définir des cartes et des frontières. Ce n'était pas une liste pour aider, c'était une liste pour rappeler à qui appartient le territoire, qui vérifie, qui corrige. Pas besoin de la suivre à la lettre, dit la belle-mère, offrant un sourire qui fermait des portes. C'est juste pour organiser notre journée. Et notre résonnait là comme un pronom qui excluait. Elle, cherchant à faire partie, proposa d'aller chercher le pain, de laver la vaisselle, d'arroser les plantes qui, dans une cour en céramique, insistaient à rester vertes. « Ah, ma fille, laisse-moi faire à ma manière, d'accord ? Chaque maison a son ordre. » Le mot « ordre » avait du poids, avait une clé, avait un mot de passe. La maison, ainsi, érigeait son premier mur invisible, celui de la routine blindée, de la gentillesse rugueuse, du « laisse, je vais le faire », qui désarme toute tentative d'appartenance. Son amour pour lui existait, immense, mais l'amour, ici, devenait chose de cadre, beau à voir, inutile pour faire bouger l'aiguille du quotidien. Le petit déjeuner se déroulait comme un petit dîner formel. Serviettes pliées, assiettes alignées, la question sur le sucre posée comme un reproche voilé. « Tu le prends toujours si sucré ?» L'intonation ne fonçait pas en surface, mais perçait à l'intérieur, et à chaque cuillerée de sucre, elle avait l'impression de signer un certificat d'inadéquation. Lui riait, disait que cette manie était de l'affection, que sa mère parlait ainsi avec tout le monde. « Ne fais pas attention, mon amour, c'est son habitude depuis toujours. » Et voilà le deuxième mur, en verre, la normalisation de l'inconfort. Si tout le monde accepte, pourquoi pas toi? Si cela a toujours été ainsi, pourquoi voudrais-tu le changer? Elle inspira profondément, tenta de répondre avec légèreté, mais le corps, sage, envoyait des signaux, un discret nœud à l'estomac, une fatigue qui ne convenait pas à l'heure, un frisson chaque fois que la belle-mère entrait dans la pièce et réorganisait des objets qu'elle venait tout juste d'arranger, toujours 1 centimètre différemment, assez pour enregistrer sur la carte invisible que les mains de la belle-fille ne décidaient pas des coordonnées. L'après-midi, la lumière frappait le plancher en bois, et le bruit lointain de la rue rappelait que d'autres mondes avec d'autres logiques existaient. « Tu pourrais accrocher la serviette comme ça,
Le canapé est mieux si personne ne s'assoit du côté gauche. La fenêtre ne s'ouvre que jusqu'ici parce qu'il y a trop de vent. Il ne faut pas toucher au rideau. Le bon savon est celui-ci. La bonne casserole est celle-là. Le bon sujet est aucun. Un catalogue de gentillesse normative qui dressait une clôture sans clôture. Si quelqu'un demandait, il serait impossible de montrer le fil. Mais il griffait la peau, ligne par ligne. Elle, avec la meilleure bonne volonté, tentait de transformer l'arbitraire en accord, le commandement en coexistence. Elle souriait, cédait, ajustait. Lui, entre le travail et le salon, lâchait des phrases qui répétaient sans le savoir le cœur de la maison. Maman est comme ça. Tu sais qu'elle veut notre bien. Ne fais pas attention à sa manière. Son cœur est bon. Le troisième mur s'éleva alors complet. L'amour comme béquille pour l'abus. Le beau pont qui ramène aux mêmes captivités. Au dîner, les chaises avaient un propriétaire. Les histoires avaient un propriétaire. Le rire avait un propriétaire. La belle-mère racontait des souvenirs remplis de sacrifices, lançait des thèmes dans lesquels elle était inévitablement la protagoniste. La maladie du passé vaincue par la force, le double travail, les nuits blanches à élever seul un fils, chaque souvenir imbrique d'autorité morale. Il n'y avait aucun moyen de rivaliser avec cela sans paraître injuste, et elle ne voulait pas rivaliser, elle voulait seulement exister. Quand elle commença une phrase sur sa propre famille, la belle-mère interrompit avec une délicatesse pressée. « C'est beau, ma chérie, mais laisse-moi te raconter quelque chose qui est arrivé à la voisine l'autre jour. » L'interruption était douce, mais c'était une coupure. Lui, sans s'en rendre compte, suivait le rythme de sa mère, tournant la tête, demandant des détails, riant des mêmes métaphores. Et elle, à l'intérieur, nouait sa volonté dans un nœud. Si elle parlait trop, elle serait trop sensible. Si elle parlait trop peu, elle serait froide. Si elle n'était pas d'accord, elle serait ingrate. Si elle était d'accord, elle serait soumise. L'arithmétique de l'appartenance, là, venait avec des comptes qui se refermaient toujours contre elle. Il y avait de petits rituels clandestins qui la maintenaient debout. Sentir la mangue fraîchement coupée dans l'évier, respirer l'odeur du linge propre sur l'étendoir, écouter de la musique doucement sur son téléphone en passant la serpillière dans le salon pour ne réveiller personne, appuyer son front contre le carrelage froid de la salle de bain et compter jusqu'à 100. Dans les miroirs de la maison, elle apprit à contrôler son expression pour qu'elle ne soit pas enregistrée comme une provocation. Dans les couloirs, elle entraîna des pas légers pour ne pas sembler gênante. Dans ses mots, elle apprit à mettre du coton pour qu'il ne frappe pas la mauvaise oreille. La vie, sans scandale, se rétrécissait, et personne, à part elle, ne le remarquait. Quand elle se réveillait au milieu de la nuit, le silence gagnait des bruits, le réfrigérateur respirant, l'horloge tic-tacant, une goutte insistante au robinet. La maison avait des poumons, et chaque soupir des pièces disait « Tu es sous surveillance ». Il l'aimait, c'était vrai, et peut-être que cette vérité le trompait, car il croyait que l'amour suffisait à raccommoder la réalité. Elle savait son amour, et peut-être que cela la retenait davantage, car elle croyait que l'amour suffisait à pardonner la réalité. Les jours ensoleillés, il l'emmenait dans la cour pour prendre un café ensemble, disait qu'il aimait la façon dont elle attachait ses cheveux, que son rire illuminait l'après-midi, que bientôt ils iraient dans un endroit rien qu'à eux. Le mot « bientôt » prit racine dans le parterre de promesses. La belle-mère, entendant de loin, apparaissait avec un plateau de fruits et un commentaire sur les factures, les visites, les engagements. Bientôt, retournait au pot, à l'ombre. Ils se regardaient avec tendresse, échangeaient des caresses, juraient de petites échappées le dimanche. Mais le dimanche venait avec la messe, le déjeuner avec les parents, la réunion de l'immeuble, le match à la télévision. Les heures avaient né de vieux propriétaires jaloux. Elle tenta de faire entrer le monde en elle, puisque dans la maison, il n'y avait de place que pour le monde de sa belle-mère. Elle lut des textes sur les limites, sur la communication non violente, sur le respect et l'autonomie. Elle répéta des dialogues devant le miroir, des phrases avec des scénarios possibles, des réponses élégantes à des questions malveillantes. Une nuit, elle trouva le courage et proposa une conversation à table. Elle voulait suggérer des changements, délicats, petits, qui ouvriraient des fenêtres symboliques. Elle dit qu'elle pourrait cuisiner le mercredi, qu'elle aimait les serviettes arrangées autrement, qu'elle regrettait de ne pas choisir le film du soir. La belle-mère écouta tout, avec des yeux de sainte, et répondit comme en donnant une bénédiction. « Bien sûr, ma chérie, ici tu es chez toi.
Mais, et le lendemain, la casserole qu'elle avait utilisée fut rangée dans le placard du haut, inaccessible sans escabeau. La télécommande disparut pendant 2 heures. Le sel fut placé dans un pot identique à celui du sucre. Le linge qu'elle avait lavé fut relavé ensuite, parce qu'il faisait froid et que ça n'avait pas bien séché. Chaque geste venait couvert de sucre, mais c'était du sel sur la plaie. Les voisins voyaient peu, car les rideaux sont aussi des murs. Pourtant, parfois, au moment de sortir les poubelles, une expression fatiguée s'échappait, un bonsoir brisé, un sourire qui s'excusait d'exister. Un homme de l'appartement voisin, discret, cordial, remarqua le changement dans sa manière de marcher. Il vit le regard terne, nota la cadence abattue, perçut la hâte de partir et la hâte de revenir, comme si le monde n'était qu'une ligne courte entre 2 obligations. Il ne connaissait pas l'intrigue, il en ressentait seulement l'atmosphère. La maison, de l'extérieur, était propre, organisée, fonctionnelle, mais à l'intérieur, elle sentait l'humidité de cave qui ne voit jamais le soleil. Et cette humidité lui collait à la peau, comme un vêtement mouillé. Avec le temps, les nuits commencèrent à avoir une nouvelle ombre. Au-delà des bruits de la maison, il y avait des pensées martelant des phrases répétées. Peut-être que j'exagère, peut-être que je dois m'adapter, peut-être que je ne vaux rien. La belle-mère, sans élever la voix, semait des graines de doute comme on arrose un bonsaï. « Tu as été un peu sensible, ma chérie, je ne voudrais pas te voir ainsi. Ici, ça a toujours été tranquille. Je crois que tu n'es pas habitué à une famille soudée. Je traite tout le monde pareil, y compris mon fils, demande-lui. » Et lui, avec le cœur à sa place et les yeux détournés de l'évidence, acquiesçait à une partie, car il voulait la paix, et sa paix était construite avec des accords qui ne lui coûtaient rien, mais qui lui coûtaient tout à elle. Le mot « sensible » prit la forme d'une accusation, et la sensibilité, qui aurait dû être un talent, devint un défaut. Un soir, elle s'assit par terre dans la chambre, appuya son dos contre le lit et serra ses genoux dans ses bras. Elle ne pleura pas, il n'y avait plus d'eau. Elle resta là, écoutant la maison respirer, se souvenant du temps où leur vie tenait dans 2 sacs à dos et une foi si forte qu'elle faisait du bruit. Ils s'étaient promis de construire un foyer ensemble, pas 4 murs, mais un lieu où le rire pourrait être plus fort que les règles. Maintenant, elle vivait à une adresse qui appartenait à son histoire à lui, à la biographie de la belle-mère, à la géographie des portraits. La maison était à eux, mais la narration, non. Et c'est précisément à ce moment que l'amour doit choisir entre devenir complice de l'ordre ou devenir le courage de fonder un ordre nouveau. Elle posa la main sur son ventre, ne sachant pas encore qu'un autre horloge battait là, discret et absolu, capable de réordonner les constellations. Lorsqu'il entra dans la chambre, il la trouva silencieuse, le regard lointain, une paix mensongère autour d'elle. Il s'assit à ses côtés, toucha doucement son épaule, demanda si tout allait bien. « Oui », dit-elle, et sourit la version la plus polie d'un appel à l'aide. Il la crut, parce qu'il avait besoin d'y croire, parce que la réalité, quand elle explose, disperse des éclats qui ne choisissent pas où tomber. Il embrassa son front, promit un court voyage au prochain jour férié, parla d'un plan pour économiser pour un appartement, un petit coin à nous, ces expressions qui fonctionnent comme des lampes allumées au milieu de la panne. Elle acquiesça, souhaitant que l'avenir arrive avant le prochain petit déjeuner, et continua à plier son chemisier avec soin, comme si, en alignant le tissu, elle pouvait aligner le destin. Dans le salon, la belle-mère éteignit la télévision et, sans regarder, dit assez fort pour atteindre la chambre « N'oubliez pas d'éteindre les lumières, la facture d'électricité est élevée. » Et cette phrase banale acheva de dessiner dans l'air la carte de cette maison avec 3 murs invisibles où tout semble normal. Et pourtant, rien ne respire librement. S'il y avait quelque chose que la mère du jeune homme savait faire avec maîtrise, c'était porter des masques. Pour le monde extérieur, elle était l'image parfaite d'une femme respectable, polie, généreuse, serviable avec les voisins, toujours une parole douce au bout des lèvres. C'était cette dame qui offrait du gâteau à ceux qui passaient, qui aidait aux collectes de l'église et qui recevait des salutations chaleureuses de tous ceux qui la connaissaient. Mais il suffisait que la porte de la maison se ferme pour que cette couche de bonté se brise, révélant la rigidité de celle qui n'avait jamais accepté de perdre le rôle de protagoniste dans la vie de son fils. La belle-mère, entre 4 murs, devenait une figure dure, avec un regard de jugement permanent, capable de trouver des défauts même là où il n'y en avait pas.
La jeune épouse, en préparant le petit déjeuner, était obligée d'entendre des critiques voilées. De mon temps, le pain était plus moelleux. Si elle mettait des fleurs sur la table, venait l'ironie. Jolies, mais elles sont déjà fanées. Tu ne sais pas bien choisir. Si le mari louait discrètement la nourriture, la mère coupait. Il dit ça juste par politesse, car il a toujours préféré ma recette. De petites attaques, lancées comme des pierres, s'accumulaient dans l'esprit de la belle-fille, la faisant se sentir toujours inférieure, inadéquate, déplacée dans ce foyer qui n'avait jamais été véritablement le sien. Le jeune homme, naïf, ou peut-être aveuglé par l'affection filiale, ne voyait que le visage public de sa mère. Quand elle riait fort devant les voisins ou montrait une attention affectueuse devant des invités, il croyait que tout allait bien. Il ne remarquait jamais le regard tranchant, la poigne sur le bras ou le murmure venimeux qu'elle lançait à son épouse dès qu'ils étaient seuls. Pour lui, sa mère était un exemple de force et de dévouement, et l'épouse, en se plaignant, paraissait simplement trop sensible. Cette myopie émotionnelle était ce qui maintenait intact le contrôle de la belle-mère. La jeune épouse, de son côté, commença à sentir qu'elle vivait dans deux mondes parallèles. Dans le premier, en public, elle devait soutenir le théâtre que tout allait bien, sourire aux voisins, marcher main dans la main avec son mari comme si elle était heureuse. Dans le second, en privé, elle devait avaler des insultes déguisées, des attaques subtiles qui ne laissaient pas de marque physique, mais qui la rongeaient de l'intérieur. C'était un jeu pervers, car si elle tentait de dire la vérité, cela sonnerait comme de la folie. Comment cette femme si aimable, respectée de tous, pourrait-elle être cruelle? L'isolement, alors, grandissait comme une ombre dans son âme. Le pouvoir du masque de la belle-mère résidait justement dans cette contradiction. Plus elle était douce devant les autres, plus elle se permettait d'être cruelle à la maison. Plus elle était louée par la communauté, plus autoritaire elle se sentait dans l'intimité. Pour la belle-fille, cela devenait une prison sans issue, car sa parole n'aurait jamais le même poids que celle de la femme plus âgée. Et ainsi, jour après jour, elle était obligée de voir son mari faire confiance aveuglément à quelqu'un qui la détruisait en silence, sans qu'il se rende compte des dégâts. Mais même les masques les mieux construits commencent à se fissurer. Et bien qu'à ce moment-là, le jeune homme ne le remarque pas encore, de petites fissures se formaient déjà. Le ton excessivement protecteur de la mère, la manière dont elle écartait l'épouse de certaines décisions, les regards de malaise que la jeune femme tentait de cacher. Tout cela, encore dissimulé, préparait déjà le terrain pour la révélation qui changerait le destin de cette maison divisée. Dans cette maison où l'air semblait toujours plus lourd qu'il ne devait l'être, le silence était le plus grand ennemi de la jeune épouse. Ce n'était pas le silence serein de celui qui se repose après une longue journée, mais le silence dense, étouffant, qui portait en lui tous les mots non dits, tous les cris avalés, toutes les larmes cachées. C'était le silence de celle qui apprend, de force, que parler ne change rien, que se plaindre n'apporte que plus de douleur, que révéler sa propre souffrance, c'est ouvrir sa garde pour un coup encore plus cruel. Chaque jour, la belle-fille se repliait davantage sur elle-même, et son corps commençait à traduire en signes ce que sa bouche ne pouvait plus dire. Les nuits devinrent de longues veillées sans repos. Dans le lit, à côté de son mari, elle restait éveillée, les yeux fixés au plafond, le cœur battant à toute vitesse pour des raisons qu'elle ne savait même pas nommer. Elle essayait de se tourner discrètement pour ne pas le déranger, mais chaque mouvement semblait dénoncer son agitation. Lui dormait profondément, croyant que le silence de la chambre était la paix, alors que pour elle c'était une prison. L'oreiller, trempé de larmes silencieuses, était le seul témoin de la tempête qui se formait dans son âme. Et quand le soleil apparaissait le matin, apportant avec lui le bruit de la routine, elle forçait un sourire, dissimulant les marques d'une guerre nocturne livrée seule. Pendant la journée, le silence prenait une autre forme. À la table du petit déjeuner, quand la belle-mère faisait des critiques déguisées, la belle-fille ne répondait plus. Au déjeuner, quand le mari louait sa mère, elle ne faisait qu'incliner la tête. Dans les petites conversations quotidiennes, elle choisissait de ne rien dire, car elle savait que chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Ce mutisme involontaire, qui n'était au départ qu'une défense, commença à ronger son identité. Qui était-elle? Où était passée la jeune rêveuse, pleine de projets, qui croyait en l'avenir? Il ne restait qu'une ombre, quelqu'un qui préférait le silence au risque d'être blessé à nouveau. Peu à peu, le corps de la belle-fille commença à réagir à cette prison invisible. L'appétit disparut,
et les repas devinrent un supplice. Les vêtements commencèrent à flotter sur elle, révélant la perte de poids qu'elle tentait de cacher. L'éclat de ses yeux céda la place à un regard fatigué, lointain, qui semblait regarder au-delà des murs de cette maison. Le silence, autrefois seulement un bouclier, s'était transformé en quelque chose de mortel, consumant sa vitalité, lui volant sa joie, lui aspirant son espoir. Elle marchait dans les couloirs comme un fantôme, présente, mais absente, vivante, mais comme si elle cessait lentement d'exister. Le mari, immergé dans la routine du travail et dans la confiance aveugle envers sa mère, remarquait le changement, mais attribuait tout au stress, aux responsabilités communes de la vie. Il essayait de la consoler avec des phrases vides comme « ça passera, ce n'est qu'une phase », sans comprendre que ce qui tuait sa femme n'était pas une phase, mais son absence. L'absence d'écoute, de soutien, de défense. Et à chaque mot qu'il ne disait pas, à chaque geste qu'il ne voyait pas, il contribuait au silence étouffant qui l'emprisonnait. Le silence de la belle-fille, pourtant, n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi un appel à l'aide. Chaque fois qu'elle se taisait, elle criait à l'intérieur. Chaque fois qu'elle souriait pour dissimuler, c'était comme si elle suppliait que quelqu'un la voie vraiment. Mais, à ce moment-là, personne ne semblait disposé à écouter. Ni le mari, aveugle dans sa loyauté, ni la belle-mère, cruelle dans sa vigilance. Il ne restait que la solitude d'un cœur qui peu à peu se brisait, invisible, derrière les murs de cette maison divisée. Ce silence, étouffant et douloureux, ne pouvait pas durer éternellement, car un cœur humain, lorsqu'il est trop pressé, ou explose de douleur, ou choisit de fuir pour survivre. Et la jeune épouse commençait déjà à comprendre que, si elle voulait se sauver, il lui faudrait peut-être choisir le chemin le plus difficile, celui de partir. Le jeune homme vivait comme quelqu'un qui marche sur deux ponts qui se croisent sans jamais se toucher. D'un côté, il y avait sa mère, la figure qu'il avait élevée seule, qu'il avait bercée pendant les nuits de fièvre, qui avait travaillé double pour lui donner éducation et subsistance, qui avait construit sa propre vie autour de lui. De l'autre, il y avait son épouse, la femme qu'il avait choisi d'aimer, qui rêvait d'un avenir à deux, qui se donnait entièrement à la relation, même si cela lui coûtait ses forces. Il se voyait partagé entre deux loyautés qui s'annulaient, la gratitude éternelle envers sa mère et l'engagement de protéger et d'aimer son épouse. Mais, dans sa cécité, il croyait pouvoir équilibrer les deux, sans voir qu'en pratique, il penchait toujours du côté le plus fort, et ce côté était celui de sa mère. Dans son cœur, il y avait un véritable amour pour son épouse. Il aimait la façon dont elle l'écoutait, la délicatesse de ses gestes, la manière dont elle illuminait les jours les plus lourds, simplement par sa présence. Il rêvait d'enfants, d'une maison rien qu'à eux, de liberté. Mais dans son esprit, il y avait un poids invisible, la voix de sa mère, résonnant depuis toujours, lui rappelant qu'il lui devait tout, que sa vie n'était possible que grâce à ses sacrifices, que tout faux pas pourrait être une ingratitude. C'était comme si, même adulte, il restait encore un garçon obéissant, incapable de voir qu'il était temps de bâtir ses propres choix. Chaque fois que son épouse essayait de parler de ce qu'elle ressentait, il se retrouvait au centre d'une bataille qu'il ne voulait pas livrer. Quand elle pleurait, le suppliant de voir les offenses de sa mère, il répondait avec des excuses toutes faites. « Tu es fatigué, ce n'est que ça. Elle ne le fait pas par méchanceté, c'est sa manière d'être. Ne laisse pas ces petites choses gâcher ce que nous avons. » Il ne voyait pas qu'en minimisant la douleur de sa femme, il la trahissait sans le vouloir. En essayant de protéger sa mère, il blessait son épouse. En essayant de préserver la paix, il nourrissait la guerre silencieuse qui rongeait sa maison. Il croyait être assis sur le mur, mais en réalité, il avait déjà choisi un côté, celui de sa mère. Et ce choix, inconscient et continu, brisait le cœur de la jeune femme en deux. Il ne voyait pas les regards baissés, les larmes cachées, son corps s'affaiblissant jour après jour. Il était tellement habitué à la dureté de sa mère qu'il ne réalisait pas que ce n'était pas normal, que ce qui semblait discipline était en réalité cruauté, que ce qui sonnait comme du soin était en vérité du contrôle. Il vivait anesthésié par une vieille loyauté, incapable de voir que la femme à ses côtés se fanait sous ses yeux. Et pourtant, en lui, quelque chose commençait à l'inquiéter. Il y avait des moments où son épouse se recroquevillait en entendant les pas de sa belle-mère dans le couloir, et son cœur se serrait sans explication.
Il y avait des instants où la joie de la jeune femme s'éteignait soudainement, et il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais il s'empressait toujours d'écarter ses pensées, préférant croire à la version confortable, que sa mère était incapable de cruauté, que son épouse était simplement trop sensible. Ce refus de voir était à la fois un bouclier et une prison. Le jeune homme vivait divisé, sans comprendre qu'en essayant de plaire aux deux femmes les plus importantes de sa vie, il finissait par les trahir toutes les deux. Sa mère, parce qu'il n'avait pas le courage d'être l'homme complet, indépendant, qu'elle aurait dû l'élever à devenir. Son épouse, parce qu'il ne parvenait pas à être le protecteur, le compagnon, le port sûr dont elle avait tant besoin. Et ainsi, il laissait le silence continuer à étouffer la maison, comme si rien ne pouvait être fait. Son cœur, bien que plein d'amour, était un cœur dans le déni. Mais tout déni a un prix, et le sien était sur le point d'être réclamé douloureusement. Dans ce foyer divisé, le jeune homme croyait encore pouvoir rester neutre, mais il ne savait pas que la neutralité, face à l'injustice, signifie toujours choisir le camp de l'oppresseur. Le temps révélerait cette vérité de manière dévastatrice, mais jusque-là, l'épouse continuerait à dépérir, et la mère continuerait à gouverner, tandis qu'il restait prisonnier de sa propre cécité émotionnelle. C'était dans le refuge de la salle de bain qu'elle trouvait le seul espace où elle pouvait se permettre d'être entière. Là, entourée de carreaux froids et d'un miroir qui ne reflétait plus la même femme qu'elle avait cru être un jour, la jeune épouse se laissait briser en silence. Le bruit de l'eau du robinet ouvert était le déguisement parfait. Il couvrait les sanglots, étouffait les pleurs, faisait croire que rien d'anormal ne se passait, tandis qu'à l'extérieur, la maison continuait avec ses bruits quotidiens, le tintement des casseroles, la télévision du salon, les pas fermes de la belle-mère dans le couloir. À l'intérieur de cet espace étroit se jouait un drame intime et solitaire. Les larmes venaient sans prévenir, comme une marée qui envahit le sable même, lorsque le soleil brille encore. Il suffisait d'une phrase tranchante, d'un regard chargé de mépris, ou même d'un geste d'indifférence pour que son cœur se brise en davantage de morceaux. Elle essayait de résister, de mordre ses lèvres, de dissimuler, mais son corps ne supportait pas tant de douleurs réprimées. Et lorsqu'elle s'enfermait enfin dans la salle de bain, elle laissait ses yeux dire ce que sa bouche ne pouvait jamais dire à voix haute. L'épuisement de vivre sous un jugement constant, la sensation d'être une intruse dans sa propre maison, le poids de ne pas trouver en son mari le refuge tant désiré. Au fond, elle ne voulait pas qu'il la voie ainsi. Elle l'aimait trop pour permettre que sa souffrance soit interprétée comme une faiblesse. Elle savait que si elle pleurait devant lui, elle serait peut-être diminuée avec des mots déjà entendus. « Tu es trop sensible. Ma mère ne voulait pas dire ça. Tu dois t'y habituer. » C'est pourquoi elle gardait ses larmes pour elle, les cachant derrière des portes verrouillées et le bruit de l'eau qui coule. La salle de bain était ainsi devenue un confessionnal sans prêtre, où elle déposait ses douleurs dans l'espoir qu'un jour, elle soit lavée par le temps. Il y avait des nuits où, allongée à ses côtés, les larmes glissaient silencieusement jusqu'à l'oreiller. Il n'y avait pas de cris, pas de sanglots, seulement un pleur muet qui coulait comme une rivière cachée entre les pierres. En ces instants, elle se demandait comment deux personnes pouvaient être si proches physiquement et en même temps si distantes émotionnellement. Son corps à lui, chaud, était la preuve de la présence, mais son âme, distante, était la preuve de l'absence. Et cette absence était encore plus cruelle que n'importe quelle parole de la belle-mère, parce qu'elle venait précisément de celui dont elle attendait le plus de soutien. Avec le temps, les larmes commencèrent à laisser des marques invisibles. Son visage devenait plus fatigué, ses yeux perdirent leur éclat, sa voix baissait. Lui remarquait bien quelque chose d'étrange, mais l'attribuait à la fatigue, au stress du quotidien, jamais à la possibilité que sa mère en soit la cause. L'épouse acceptait alors la solitude de sa douleur, comme si pleurer en secret était la seule façon de préserver à la fois sa dignité et son amour. Car, aussi paradoxal que cela fût, elle croyait encore que supporter en silence valait mieux que perdre l'homme qu'elle aimait. Les larmes cachées n'étaient pas seulement une expression de tristesse, elles étaient aussi une forme de résistance. Chaque pleur retenu était une manière de survivre, un rappel qu'elle ressentait encore, qu'elle était encore humaine. Car lorsque les larmes disparaissent, complètement, c'est le signe que le cœur est devenu pierre. Et elle, malgré toute la souffrance, rêvait encore, désirait encore, espérait encore. C'était ce fil d'espérance qui la faisait se recomposer, se laver le visage, ouvrir la porte de la salle de bain,
et sourire, comme si rien ne s'était passé. C'était ce fil qui la maintenait debout, même quand son âme demandait à s'effondrer. Dans ce foyer divisé, chaque larme cachée était comme un cri étouffé qui ne résonnait qu'en elle. Et si personne ne l'entendait, si personne ne la voyait, le destin finirait par présenter l'addition. Car il n'y a pas de silence qui dure éternellement, ni de douleur qui puisse être étouffée pour toujours. Et, peu à peu, le poids des larmes cachées se transformerait en un abîme entre elle et tous ceux qui l'entouraient. Dans l'immeuble, presque personne ne remarquait rien. Les rideaux fermés, les sourires répétés et la politesse soignée de la belle-mère créaient l'illusion d'un foyer harmonieux, d'une famille tranquille comme tant d'autres. Mais un homme, discret et solitaire, qui vivait dans l'appartement voisin, commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le voisin, sans le vouloir, devint témoin de fragments d'une vérité que peu oseraient croire. C'était dans les détails qu'il percevait ce que les autres ignoraient. Le ton altéré de la belle-mère, qui traversait les murs fins et devenait un murmure agressif. Le bruit des assiettes claquant plus fort qu'elle ne devrait. Les pas pressés de la belle-fille dans le couloir, comme si elle avait toujours hâte de fuir un environnement étouffant. Les salutations échangées dans le hall de l'immeuble dénonçaient aussi la douleur. Un sourire brisé, un bonsoir fané, un regard qui évitait le contact direct. Le voisin, attentif, savait lire dans les expressions humaines ce que les lèvres ne disaient pas. Avec le temps, il commença à remarquer que la jeune épouse avait maigri, que ses vêtements ne lui allaient plus comme avant, que ses épaules étaient toujours affaissées, comme si elle portait un poids invisible. Parfois, elle revenait du marché avec des sacs mal équilibrés, et pourtant elle refusait de l'aide, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un s'approche trop, craignant de révéler ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Il y avait une hâte dans sa manière de bouger, une anxiété déguisée en activité, qui révélait bien plus qu'elle ne voulait montrer. Il percevait aussi la contradiction. Lorsqu'il croisait la belle-mère, elle avait toujours des paroles douces, parlait fort de comment elle prenait soin de son fils et de sa belle-fille, se vantait d'une famille unie, mais son regard, dur et froid, ne correspondait pas à son discours. Le voisin avait déjà vu ce genre de déguisement chez d'autres, le masque de perfection qui recouvre une âme dominatrice. Il était clair que derrière la façade, quelque chose n'allait pas, quelque chose que personne d'autre n'osait questionner. Certaines après-midi, le voisin, assis près de sa fenêtre, entendait des conversations fragmentées venant de l'appartement d'à côté. C'étaient des mots lancés comme des flèches. « Tu n'es pas digne de lui. Cette maison n'est pas à toi. Sans moi, il n'aurait rien. » Puis venait un long silence, comme si quelqu'un avait avalé sa propre réponse. En ces instants, son cœur se serrait, car il savait que celle qui se taisait n'était pas la belle-mère. C'était la belle-fille, étouffée, sans courage pour affronter l'autorité de cette voix qui blessait tant. Il pensait à intervenir, mais ne savait pas comment. Après tout, qui croirait ses observations? Le fils, si aveuglé par l'amour maternel, l'écouterait difficilement. Et la belle-fille, honteuse, nierait probablement tout, craignant des représailles. Il ne lui restait qu'à observer, témoigner, collectionner des preuves invisibles dans sa mémoire. Pourtant, il sentait en lui grandir une responsabilité, car, même s'il n'était pas parent, même s'il n'avait aucun lien direct, il ne pouvait détourner le regard devant la souffrance d'autrui. Avec le temps, ce voisin deviendrait la clé de la révélation. Il portait en lui la vérité que personne d'autre n'avait le courage de voir. Et quand le moment viendrait, ses paroles seraient comme un miroir placé devant le jeune homme, l'obligeant à affronter ce qu'il avait toujours refusé de voir. Jusque-là, le voisin resterait silencieux, observant, attendant, accumulant du courage, car il savait qu'un jour, le poids de la vérité ne pourrait plus être caché derrière les rideaux fermés de cette maison divisée. Le jour arriva où le poids devint insupportable. Ce n'étaient plus seulement des paroles acérées, des regards de mépris ou de petites humiliations quotidiennes. C'était l'accumulation de tout cela en elle, comme des pierres attachées aux pieds de quelqu'un qui essaie de nager. Son corps était plus fragile, son esprit épuisé et son cœur brisé. La jeune épouse comprit que, si elle restait là, elle finirait par se perdre complètement. Il n'y avait plus d'espace pour respirer, ni de force pour faire semblant. Et alors, en silence, elle commença à préparer son départ. Il n'y eut pas de dispute, pas d'explosion, pas de cri. Elle savait que si elle essayait de confronter, elle perdrait, parce que la belle-mère transformerait chaque mot en arme,
chaque larme en preuve de faiblesse. C'est pourquoi elle choisit le silence. Un matin ordinaire, elle attendit que son mari parte travailler et que sa belle-mère soit occupée à la cuisine. Elle entra dans la chambre, ouvrit l'armoire et, les mains tremblantes, commença à plier quelques vêtements. Elle n'emporta pas grand-chose, seulement le nécessaire, quelques pièces, des documents et des souvenirs discrets. Elle rangea tout dans une petite valise, essayant de ne pas faire de bruit, comme si chaque fermeture pouvait trahir sa fuite. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la chambre qui aurait dû être le refuge du couple, mais qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Là se trouvaient les murs qui avaient entendu ses pleurs cachés, les oreillers qui avaient recueilli des larmes silencieuses, l'armoire où ses rêves avaient été enfermés faute de place. Elle toucha le meuble du bout des doigts, comme on dit adieu à un morceau de soi-même, et inspira profondément. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas de la même façon. Elle savait aussi qu'elle ne partait pas seule. En elle, elle portait un secret encore plus grand, une vie qui commençait à battre, un petit cœur qui pulsait à l'unisson du sien. Elle était enceinte. Le chemin jusqu'à la porte fut le plus long de sa vie. Chaque pas semblait peser des tonnes. Chaque mouvement faisait mal comme si elle trahissait à la fois elle-même et l'homme qu'elle aimait encore. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Si elle voulait protéger l'enfant qui grandissait dans son ventre, elle devait d'abord se sauver elle-même. Partir n'était pas seulement une fuite, c'était une survie. En tournant la poignée, elle sentit son cœur s'accélérer comme jamais. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sortit simplement, refermant la porte avec la même délicatesse que celle de quelqu'un qui clôt un chapitre douloureux. Dehors, le monde semblait différent. L'air était plus léger, le ciel plus ouvert. Même les bruits de la rue avaient un autre ton. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait vraiment respirer. Elle portait la petite valise d'une main et, dans son cœur, le poids immense de l'incertitude. Elle ne savait pas où elle dormirait cette nuit-là, ni comment elle expliquerait son absence. Mais elle avait la certitude que, dans cette maison, il n'était plus possible d'exister. La rue, aussi dure fût-elle, était encore la liberté. Le voisin, la voyant partir avec la petite valise, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. Dans son regard se mêlaient tristesse et détermination, comme quelqu'un qui dit adieu à ce qu'il a aimé, mais qu'il n'a pas pu conserver. Il ne dit rien, se contenta de la suivre des yeux, enregistrant en silence ce moment. Il savait que bientôt le jeune homme remarquerait l'absence. Il savait aussi que la vérité commençait à se dessiner devant tous. Ce jour-là, la maison devint plus vide, plus froide. Le jeune homme, en rentrant, remarquerait le silence différent, l'absence des odeurs familières, le manque des petits détails qui marquaient toujours sa présence. Mais, avant de comprendre pleinement la raison du départ, il devrait encore affronter la révélation à venir. Pendant ce temps, la jeune épouse marchait seule, portant avec elle non seulement une valise, mais aussi l'espoir de recommencer, même remplie de blessures. La maison n'avait jamais paru aussi grande. Le jeune homme, en rentrant après une journée de travail ordinaire, sentit immédiatement le vide, comme si l'air avait changé de densité. Il n'y avait pas l'odeur du café qu'elle préparait toujours pour l'accueillir, ni le bruit de ses pas légers courant à sa rencontre à la porte. Le silence qu'il confondait autrefois avec la paix semblait maintenant un puits profond, un écho interminable résonnant contre les murs. La petite valise qu'elle avait emportée ne laissait aucune trace, mais son absence était assourdissante. Au début, il pensa que ce n'était que passager. Peut-être était-elle allée rendre visite à quelqu'un, peut-être avait-elle besoin d'espace, peut-être voulait-elle simplement respirer. Il se répétait ses explications comme on essaie de recoller une photo déchirée. Mais en entrant dans la chambre, il sentit le véritable impact. La moitié de l'armoire était vide. Les vêtements qui apportaient un toujours de la couleur à l'espace avaient disparu, ne laissant que des cintres solitaires. Son oreiller, encore marqué de son empreinte, exhalait le parfum doux qui l'avait tant apaisé. Il s'assit sur le lit et, pour la première fois depuis longtemps, son cœur pesa vraiment. La belle-mère, en remarquant l'inquiétude de son fils, prit rapidement le contrôle du récit. Avec un sourire contenu et un ton calculé, elle affirma que peut-être son épouse n'avait pas la structure pour cette vie, qu'elle était trop délicate, voire ingrate, de ne pas reconnaître l'effort que représentait cette maison. Elle ajouta que tôt ou tard, elle reviendrait, car personne au monde ne prendrait soin de lui comme sa propre mère. Ses paroles étaient pleines de venin déguisé en réconfort, et le jeune homme, encore perdu,
essayait d'y croire. Mais le vide dans sa poitrine démentait chaque justification. Les jours suivants furent gris. Le petit déjeuner sans sa présence avait un goût amer. Le déjeuner n'était qu'une routine sans couleur. Le soir, il s'allongeait sur un matelas plus grand qu'il ne fallait, entouré d'ombres qui ne comblaient rien. Il commença à remarquer des détails qui lui échappaient auparavant. Le silence de la cuisine, l'absence de petits mots qu'elle laissait, la disparition du rire qui brisait la monotonie. Il sentit enfin que quelque chose de précieux avait été arraché de sa vie. Au travail, il n'avait plus la même concentration. Sur le chemin du retour, il s'attardait devant les vitrines, comme s'il cherchait à retarder l'arrivée dans une maison qui n'était plus un foyer. Une douleur constante lui pesait dans la poitrine, comme s'il avait perdu quelque chose dont il ne comprenait la valeur que maintenant. Et chaque jour loin d'elle était un rappel cruel qu'il n'avait pas entendu ses appels, qu'il n'avait pas vu ses signes, qu'il n'avait pas compris combien elle luttait en silence. L'absence commença à se transformer en culpabilité, une culpabilité qui grandissait comme une ombre à chaque lever de soleil. Et pourtant, il ne comprenait pas la véritable raison de son départ. Il croyait que le mariage traversait seulement des difficultés ordinaires, que peut-être elle était trop sensible ou fatiguée de la routine. Il ne voyait pas que la racine de la douleur était plus proche qu'il ne l'imaginait, assise à la table chaque matin, dissimulée sous le masque d'une mère attentionnée. Le jeune homme ne le savait pas encore, mais son monde était sur le point d'être bouleversé lorsque la vérité lui serait révélée. Jusque-là, il ne lui restait que l'absence, qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Car la solitude, quand elle naît de la perte de celui qu'on aime, est comme un écho qui se répète à l'infini dans la poitrine. Et lui, perdu dans ce vide, commença à comprendre que rien, absolument rien, n'avait de goût ni de sens sans elle à ses côtés. Le voisin était resté silencieux beaucoup trop longtemps. Il avait vu les regards, entendu les murmures et remarqué l'ombre qui s'abattait sur la jeune femme chaque fois que la belle-mère s'approchait. Il avait gardé pour lui les fragments de vérité qui s'accumulaient comme des pierres dans sa gorge, de peur d'être mal interprété, de peur de s'immiscer dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Mais lorsqu'il comprit que la jeune femme était partie, emportant seulement une valise et un regard vide, il comprit que son silence pouvait coûter bien trop cher. Il était temps de parler. Le jeune homme, consumé par son absence, errait perdu, sans réponse. Ce fut alors que le voisin l'aborda, lors d'une rencontre fortuite dans le hall de l'immeuble. Le ton de sa voix n'avait pas la légèreté habituelle des politesses entre voisins. Il était grave, ferme, chargé d'un poids impossible à dissimuler. « J'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-il. Et le cœur du jeune homme s'emballa comme s'il savait que sa vie était sur le point de changer. Les yeux fatigués du voisin reflétaient le sérieux de quelqu'un qui ne supportait plus de regarder la souffrance en silence. Les mots vinrent crus, sans fioriture. Il raconta ce qu'il avait entendu à travers les murs, les insultes étouffées, les remarques venimeuses, les comparaisons constantes. Il décrivit les fois où il avait vu la belle fille passer dans le couloir avec le visage abattu, les larmes mal dissimulées, le regard baissé. Il parla des cris de la belle-mère, qu'elle tentait de cacher derrière des portes fermées, mais qui traversaient quand même le silence de l'immeuble. Il dit, sans détour, que la jeune femme n'était pas partie par faiblesse, mais parce qu'elle était écrasée par la cruauté de sa mère. Le jeune homme écouta, choqué. Au début, il voulut nier, comme on rejette une condamnation à mort. Sa mère, celle qui s'était sacrifiée pour lui, qui portait sur son dos l'histoire de son enfance difficile, qui avait toujours été un exemple de dévouement. Ce n'était pas possible. Mais à mesure que le voisin parlait, les pièces commencèrent à s'emboîter. Il se rappela les regards de douleur de son épouse, les larmes cachées qu'il faisait semblant de ne pas voir, les fois où elle avait tenté de parler et où il l'avait fait taire avec des excuses vides. Il se rappela les expressions contenues, la posture repliée, la voix qui semblait s'éteindre au fil du temps. Le déni se dissout comme de la glace au soleil, laissant place à une profonde angoisse. Le voisin ne mâcha pas ses mots. Il dit clairement que se taire face à cela serait de la lâcheté, que lui, en tant que mari, devait ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il parla avec fermeté, mais aussi avec compassion, sachant que cette révélation revenait à arracher un voile qui, depuis des années, cachait la vérité. Quand il eut fini, il laissa le jeune homme seul, submergé par des pensées écrasantes. Il ne demanda rien en retour, ne chercha aucune reconnaissance. Il accomplit seulement le devoir de celui qui ne supporte plus de voir la souffrance humaine sans réagir. La vérité, une fois dite, ne peut être tue. Elle résonne dans l'esprit,
déchire le cœur et transforme tout autour. Le jeune homme sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Sa mère, sa référence de toujours, était aussi la cause de la ruine de son mariage. Son épouse, qu'il avait si souvent accusée d'exagération, était en réalité victime d'un supplice quotidien. Et lui, qui aurait dû être son protecteur, était devenu son complice par aveuglement. La révélation ne l'anéantit pas seulement, elle planta aussi la graine d'une culpabilité qui ne pourrait jamais être effacée. À cet instant, le jeune homme comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qu'il venait d'entendre n'était pas seulement le récit d'un voisin, c'était un miroir placé devant lui, révélant son omission, sa lâcheté, son incapacité à voir au-delà des murs de sa propre maison. Le secret avait été révélé, et il lui appartenait maintenant de décider, continuer à être prisonnier de la manipulation, ou se relever, même dans la douleur, pour se battre pour l'amour qu'il avait laissé s'échapper. Les paroles du voisin ne cessaient de résonner dans l'esprit du jeune homme. Il marchait dans le salon comme un homme qui venait de perdre le sol sous ses pieds, sentant son cœur écrasé sous le poids de la révélation. C'était comme si un rideau avait été arraché de ses yeux de force, laissant la réalité nue, cruelle et impossible à ignorer. Sa mère, qui avait toujours été le centre de son univers, apparaissait maintenant sous une lumière sombre, révélée comme l'autrice des tourments de la femme qu'il aimait. L'épouse, qu'il avait tant de fois accusée d'exagération, avait eu raison depuis le début, et lui, le mari qui avait juré d'être protecteur, n'avait été qu'un complice aveugle. Le choc fut accompagné d'une vague écrasante de souvenirs. Chaque regard triste de son épouse devenait maintenant une accusation. Chaque nuit où elle se recroquevillait dans le lit, chaque fois qu'elle disait « ça va » d'une voix tremblante, chaque larme cachée dans la salle de bain, tout revenait à sa mémoire comme des scènes d'un film qu'il avait refusé de regarder. Et maintenant, il comprenait. Ce n'était pas de la sensibilité, ce n'était pas de l'exagération, ce n'était pas de la fatigue, c'était de la douleur réelle. Douleur qu'il avait ignorée par lâcheté, par peur de confronter sa propre mère, par refus de briser l'image parfaite qu'il avait portée toute sa vie. Il se sentait petit, honteux, trahi et surtout coupable. Coupable de ne pas avoir été l'homme qu'il avait promis d'être, de ne pas avoir offert à son épouse l'abri qu'elle méritait, d'avoir fermé les yeux quand elle avait le plus besoin qu'il les ouvre. La culpabilité rongeait chaque fibre de son être, et la maison, autrefois familière, semblait maintenant un tribunal où les murs le jugeaient en silence. Chaque objet rappelait une omission, chaque coin gardait un fantôme de ce qu'il avait laissé arriver. Lorsqu'il tenta de regarder sa mère ce soir-là, il ne la voyait plus avec les mêmes yeux. Son masque, encore intact devant son fils, semblait maintenant grotesque, une caricature de bonté cachant du poison. Le sourire qui lui avait toujours semblé chaleureux paraissait désormais froid, presque menaçant. Pour la première fois, il ressentit de la peur, non pas d'une violence physique, mais de la prise de conscience qu'il avait vécu toute une vie sous manipulation, façonné comme une marionnette qui n'avait jamais remarqué les fils. Et cette peur se transforma en colère. Colère contre lui-même pour l'avoir permis, et colère contre elle pour avoir détruit ce qu'il avait de plus précieux. Seul dans la chambre, le jeune homme pleura comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Il pleura pour l'amour perdu, pour l'épouse partie enceinte sans qu'il le sache, pour la confiance brisée, pour l'innocence arrachée. Il pleura parce qu'il comprenait enfin l'ampleur de la douleur qu'elle avait portée en silence, tandis que lui, aveugle, la traitait de sensible. La conscience de sa propre faute était insupportable, et il se demandait s'il avait encore une chance de réparer, de demander pardon, de récupérer ce qu'il avait laissé s'échapper. Le choc n'était pas seulement une révélation, c'était une renaissance. À cet instant, le jeune homme mourut en tant que fils obéissant et naquit en tant qu'homme déchiré entre la douleur et la nécessité urgente d'agir. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il comprenait que l'avenir n'aurait de sens que s'il était construit aux côtés de la femme qu'il aimait et de la vie qu'elle portait dans son ventre. Le choc, brutal et dévastateur, ouvrit la voie à une décision. Soit il affrontait sa mère et toutes les conséquences que cela impliquait, soit il vivrait condamné à jamais à la culpabilité d'avoir détruit son propre foyer. Il la chercha avec la hâte de celui qui porte dans sa poitrine un cœur en flammes. Les paroles du voisin, la culpabilité qui le rongeait et le vide de la maison le poussèrent dans les rues comme un homme désespéré. Il la chercha dans des lieux évidents, chez une amie,
sur la place qu'elle aimait, à la petite pâtisserie où ils allèrent le dimanche. Mais il ne la trouva pas. Chaque absence était une nouvelle blessure. Chaque coin de rue sans réponse accentuait l'impression qu'il était peut-être déjà trop tard. Jusqu'à ce qu'un soir, en tournant dans la rue près du marché du quartier, il l'aperçut de loin. Elle marchait lentement, la main posée sur son ventre encore discret, mais déjà accompagnée d'un geste instinctif de protection. Son cœur s'emballa. Ses pieds, lourds comme du plomb, hésitèrent avant de courir vers elle. Quand enfin il l'atteignit, son souffle était désordonné, non par effort physique, mais à cause du mélange dévastateur d'émotions. En le voyant, elle se figea. Ses yeux fatigués reflétèrent la surprise et la prudence, comme quelqu'un qui retrouve une personne à la fois aimée et redoutée. Il tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il tendit seulement la main, tremblante, comme s'il demandait la permission de s'approcher. Elle recula d'un pas, instinctivement, non par manque d'amour, mais par peur d'être blessée à nouveau. C'est alors qu'il comprit la vérité devant lui. Son ventre, le petit geste de protection, la vie qui battait en secret. Le monde entier s'arrêta. Un mélange de douleur et de joie envahit son cœur. Douleur, parce qu'elle avait vécu cette grossesse seule jusqu'à cet instant. Joie, parce qu'en elle se trouvait une part de lui, une preuve vivante de l'amour qu'il partageait. Les larmes aux yeux, il trouva enfin sa voix. « Je ne savais pas. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Les mots sortirent tremblants, chargés de repentir. Elle, pourtant, resta silencieuse. Son silence n'était plus une suffocation, c'était un choix. Elle voulait entendre de lui non pas seulement des excuses, mais une décision claire. Resterait-il le fils soumis d'une mère dominatrice ou, enfin, deviendrait-il l'époux capable de la protéger? La retrouvaille, plus qu'une scène d'amour, était une épreuve décisive. Il s'approcha davantage, avec précaution, et s'agenouilla devant elle, touchant doucement son ventre, sans insister. Le geste était timide mais sincère, et ses yeux se remplirent de larmes en imaginant le petit cœur qui battait à l'intérieur. « Je promets de ne plus jamais fermer les yeux. Je promets de me battre pour toi et pour notre enfant, dit-il, et sa voix, bien que tremblante, avait la fermeté de celui qui voyait enfin la réalité. Elle pleura aussi, mais ses yeux reflétèrent la prudence. L'amour était là, vivant, mais blessé. Cette retrouvaille inattendue fit remonter à la surface autant l'espérance que la douleur accumulée. Il restait encore un chemin difficile à parcourir, des cicatrices à guérir, des barrières à abattre. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle vit dans ses yeux quelque chose de différent. Non plus l'aveuglement d'autrefois, mais la détermination d'un homme qui avait enfin choisi le bon côté. À cet instant, au milieu du bruit des voitures et des pas pressés dans la rue, ils restèrent immobiles, comme si le monde s'était arrêté pour assister au début d'une nouvelle histoire. Ce n'était pas un recommencement facile, mais c'était la chance de reconstruire ce qui avait été détruit. La retrouvaille inattendue scella la certitude que, malgré toute la douleur, l'amour respirait encore. Après les retrouvailles, il rentra chez lui avec un cœur en conflit. Mais pour la première fois depuis de longues années, la balance de son âme commençait à pencher du bon côté. Il traversa le couloir comme quelqu'un qui marche sur un champ de bataille silencieux, observant chaque photographie accrochée au mur et se demandant combien d'entre elles étaient des souvenirs d'amour véritables et combien n'étaient que les traces d'une vie marquée par l'obéissance aveugle. Lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre et vit le lit vide, l'oreiller sans parfum et son absence dans chaque recoin, il comprit une bonne fois pour toutes. Il n'était plus possible de continuer à vivre divisé. Il était temps de choisir. Toute sa vie, sa mère avait été la figure qui fixait les règles, modelait sa vision du monde et entretenait le récit du sacrifice. Il avait grandi en croyant qu'il lui devait chaque réussite, chaque pas, chaque souffle. Mais maintenant, il se rendait compte que cet amour maternel s'était transformé en prison. Il y avait de la gratitude, oui, mais aussi de la manipulation. Il y avait de l'affection, oui, mais aussi du contrôle. Et dans ce contrôle, il avait perdu l'essentiel, la chance de construire sa propre vie, d'aimer librement, de protéger la femme qu'il avait choisie. À présent, en pensant à l'enfant qui grandissait dans le ventre de son épouse, il comprit que sa loyauté ne pouvait plus être partagée. La décision ne vint pas légèrement. Ce fut comme briser des chaînes qui étaient attachées depuis des décennies. Il passa des heures à marcher dans l'appartement, l'esprit en tumulte, la respiration lourde. Il se rappela du voisin, du courage d'avoir révélé la vérité et des larmes de son épouse.
qu'elle cachait derrière des silences. Chaque souvenir était un coup de couteau, mais aussi une impulsion. Et puis, dans un moment de clarté, il comprit qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. S'il voulait sauver son mariage, et surtout, s'il voulait donner à son enfant la chance de grandir dans un foyer sain, il devait affronter sa mère, non pas comme un garçon obéissant, mais comme un homme qui avait choisi sa propre famille. Ce soir-là, assis à la table de la salle à manger, il attendit l'arrivée de sa mère. Elle entra, comme toujours, d'un pas assuré, confiante, persuadée que son contrôle restait intact. En le voyant sérieux, le regard ferme et libéré de la soumission d'autrefois, elle haussa un sourcil, surprise. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi cette tête ?» La question, prononcée avec une fausse douceur, fut l'étincelle. Il inspira profondément et, pour la première fois, il n'hésita pas. « Maman, je sais tout. » Le silence qui suivit fut dense, plus lourd que n'importe quelle offense. Elle tenta de rire, de minimiser, de dire que ce n'était qu'un commérage de voisins, mais il ne se laissa plus berner. Il parla de chaque humiliation, chaque mot venimeux, chaque manipulation qu'elle avait infligée à son épouse. Il parla des larmes cachées, de la souffrance qu'il avait ignorée, de la grossesse qui le rendait désormais encore plus responsable. Et, la voix brisée mais ferme, il déclara « À partir de maintenant, je la choisis, elle, je choisis ma famille, je choisis mon enfant. Je ne fermerai plus jamais les yeux. » La mère, qui avait toujours cru avoir le contrôle, resta silencieuse quelques secondes. Son regard était un mélange de choc et d'incrédulité. Elle se trouvait face au fils qu'elle avait élevé pour être obéissant, mais qui se tenait désormais debout comme un homme indépendant. Pour la première fois, son autorité n'avait plus d'effet. La décision était déjà prise. Il savait que cela ferait mal, savait qu'il pourrait perdre des liens, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre issue, car l'amour, quand il est véritable, exige du courage. Et son courage, bien que tardif, était enfin né. Cette nuit-là, il dormit peu, mais en fermant les yeux, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. La décision était prise, et même si la bataille était encore loin d'être terminée, il savait que le premier pas avait été franchi. Pour son épouse, pour son enfant et pour lui-même, il avait choisi de se libérer. Le lendemain matin naquit chargé de tension, comme si même l'air savait que quelque chose était sur le point de changer pour toujours dans cette maison. Le jeune homme se réveilla différent. Il n'était plus le fils qui acceptait en silence. Il n'était plus l'homme divisé entre deux mondes. Il se leva d'un pas ferme, le cœur battant à toute vitesse, mais décidé. Il savait que ce serait le jour d'affronter sa mère en face, de défaire des années de manipulation, d'ouvrir les fenêtres de ce foyer étouffé pour que la vérité, enfin, respire. Il la trouva dans la cuisine, comme d'habitude, entourée de casseroles et de l'aura de pouvoir qu'elle avait toujours exercée dans cet espace. La belle-mère ne remarqua pas immédiatement le poids dans son regard. Elle parlait de choses triviales, commentait le prix des provisions, critiquait le bruit des voisins. Mais lui ne l'écoutait pas. Il s'assit à la table, la fixa, et, quand elle s'en aperçut enfin, elle se tut. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle parole. « Maman, il faut qu'on parle. » La phrase, bien que simple, tomba sur elle comme une sentence. Elle tenta de sourire, de répondre avec légèreté, mais trouva sur le visage de son fils quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la fermeté. Il continua, la voix brisée mais claire. « Je sais tout. Je sais ce que tu lui as fait. Je sais les humiliations. Je sais les mots venimeux. Je sais ce qu'elle a enduré chaque jour sous ce toit. » La belle-mère écarquilla les yeux, surprise, mais tenta rapidement de se reprendre. « Tout cela est inventé, mon fils. Des voisins qui parlent trop, des gens qui veulent nous séparer. Tu sais que j'ai toujours tout fait pour toi. » Le vieux discours, plein de culpabilité et de souvenirs de sacrifice, qu'il avait gardé prisonnier si longtemps. Mais cette fois, cela ne marcha pas. Il frappa la table avec force, comme il n'avait jamais osé auparavant. « Assez, maman. Je ne suis plus un enfant. Tu ne vas plus manipuler ce que je ressens. Tu as blessé la femme que j'aime. Tu as failli détruire notre famille, et je ne vais pas permettre que cela continue. » Elle tenta de répliquer, la voix montant dans un ton de désespoir. Elle parla de nuits blanches à s'occuper de lui, de renoncement, d'années de lutte. Mais chaque mot semblait plus petit face à la douleur qu'il voyait désormais clairement. « Tout cela ne te donne pas le droit d'écraser celle que j'aime, » répondit-il, les larmes aux yeux. « Ce que tu appelles soin était du contrôle. »
Ce que tu appelles zèle était de la cruauté. Tu peux être ma mère, mais moi, je suis un mari, et je vais protéger mon épouse. Et plus encore, elle est enceinte, maman. Tu m'as entendu? Enceinte. Et je ne vais pas permettre que mon enfant grandisse dans le même environnement étouffant que celui où j'ai grandi. Le choc traversa la femme comme un éclair. Pour la première fois, elle perdit pied. La révélation de la grossesse fut un coup inattendu. La belle-mère, qui s'était toujours enorgueillie de contrôler chaque détail, voyait maintenant l'avenir lui échapper des mains. Elle tenta d'argumenter encore, mais sa voix sortit faible, tremblante. Son fils, cependant, ne vacilla pas. Il se leva, la regarda droit dans les yeux et conclut « Je la choisis, elle. Je choisis mon enfant. Si tu veux être présente, tu devras changer. Sinon, tu vivras seule entre les murs que tu as toi-même bâtis. » L'affrontement final ne fut pas seulement une dispute entre mère et fils. Ce fut l'effondrement d'une forteresse érigée au fil des décennies. Ce fut la première fois que le fils qu'elle avait façonné osa briser les chaînes. La belle-mère, pour la première fois, vit dans les yeux de son fils quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, l'indépendance. Et même si son cœur était déchiré par la colère et la peur de perdre le contrôle, quelque chose en elle commençait aussi à trembler, un pressentiment que la vie n'obéirait plus à ses règles. Le temps passa chargé de tensions, mais aussi d'attentes. La jeune épouse, encore blessée par les souvenirs de la maison étouffante, trouva dans son ventre qui grandissait la force d'avancer. Chaque battement du petit cœur était une promesse de recommencement. Chaque mouvement discret en elle, un rappel que, malgré la douleur, la vie insistait à fleurir. Le mari, désormais éveillé, était devenu un compagnon présent et protecteur. Il était à ses côtés à chaque rendez-vous, à chaque nuit d'insomnie, à chaque instant où le poids des souvenirs menaçait de l'abattre. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Puis vint le jour. Entre les murs d'une chambre simple, entourés par les pleurs puissants d'un nouveau-né, leur monde se transforma. Le mari, les larmes aux yeux, prit pour la première fois dans ses bras la petite vie qui portait non seulement son sang, mais aussi la chance de réparer des erreurs, de reconstruire ce qui avait été détruit. Le bébé, si petit et fragile, semblait apporter dans son regard innocent la force de réconcilier des cœurs brisés. En le voyant, la mère sourit comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. C'était comme si toute la douleur avait enfin trouvé un sens. La nouvelle se répandit vite et la belle-mère, autrefois inflexible, ne put résister à la curiosité. Elle s'approcha à pas mesurés, comme quelqu'un qui craint de pénétrer en territoire inconnu. L'atmosphère était différente. Ce n'était plus la maison où elle dictait les règles, mais un nouvel espace, imprégné de l'amour né avec cet enfant. Quand ses yeux rencontrèrent son petit-fils, un silence profond envahit son âme. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne trouva ni mots de critique ni argument de contrôle. Tout se dissout devant le regard pur de ce bébé. La belle-fille, bien que blessée, permit à la belle-mère de s'approcher. Il n'y avait pas de rancune à cet instant, seulement la conscience que l'amour innocent d'un enfant pouvait ouvrir des fissures, même dans les pierres les plus dures. La grand-mère tendit les bras avec précaution, et le fils, hésitant, la laissa le tenir. Le poids du bébé dans ses bras fut comme un choc, petit, fragile, dépendant. Les yeux du petit-fils s'ouvrirent, rencontrant les siens, et dans ce regard sans jugement, sans passé, sans rancune, quelque chose en elle se brisa. C'était comme si, soudainement, tout le pouvoir qu'elle avait exercé pendant des années se révélait inutile face à une vie si pure. Ce regard ne demandait rien d'autre que de l'amour. Il n'exigeait aucun contrôle, ne réclamait aucune obéissance, ne rappelait aucune dette. Il existait simplement, innocent et vulnérable. Et en croisant ce regard, la belle-mère ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la honte. Honte d'être devenue une femme amère, d'avoir blessé celle qui ne voulait qu'aimer son fils, d'avoir confondu soin et possession. Pour la première fois, les larmes vinrent, non de colère, mais de repentir. Le mari, en voyant la scène, sentit son cœur s'alourdir et s'alléger en même temps. C'était comme si le cycle commençait à se refermer. L'épouse, encore méfiante, observait en silence, mais en elle naissait l'espoir que peut-être ce bébé serait le lien capable de transformer l'histoire. Car là où les mots et les affrontements avaient échoué, l'innocence d'un petit-fils pouvait bâtir des ponts. À cet instant, 3 générations étaient réunies dans le silence. La belle-mère, brisée à l'intérieur, le fils,
enfin indépendant, et la belle-fille, renaissant par la maternité. Au centre de tout, le bébé, symbole vivant que le véritable amour est capable de briser même les chaînes les plus anciennes. Le premier regard du petit-fils ne toucha pas seulement la grand-mère. Il changea à jamais le destin de cette maison divisée. Le silence envahit la pièce lorsque la belle-mère rendit le bébé dans les bras de sa mère. Les larmes qui coulèrent de ses yeux étaient différentes cette fois. Ce n'étaient pas des larmes de colère, ni d'orgueil blessé, mais de profond repentir, de celles qui naissent quand quelqu'un se retrouve face à sa propre ruine morale. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un l'accuse, car chaque souvenir de ses paroles cruelles, chaque humiliation cachée, chaque regard de mépris revenait comme des poignards invisibles, pesant sur sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus la femme qui imposait des règles, ni la maîtresse de maison. Elle était simplement une grand-mère, devant un enfant qui exigeait d'elle ce qu'elle n'avait jamais su donner. Un amour pur, sans condition, sans contrôle, sans manipulation. Le mari, ferme et en même temps brisé intérieurement, observait en silence. Il portait en lui le poids de la culpabilité d'avoir mis si longtemps à voir, mais aussi la détermination que désormais tout serait différent. Il regarda sa mère, non pas avec haine, mais avec fermeté. « Maman, je ne veux plus de guerre. Je veux seulement la paix, pas pour moi, mais pour lui, » dit-il en désignant le bébé qui dormait paisiblement dans les bras de son épouse. Ces mots furent comme une ligne de partage. La mère comprit, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer davantage, qu'elle n'avait plus le pouvoir d'autrefois. Son fils n'était plus le garçon obéissant, mais l'homme qui avait choisi de protéger sa famille, même si cela devait lui coûter sa relation avec elle. La belle-fille, le bébé dans les bras, inspira profondément. Il restait encore des blessures ouvertes, des douleurs qui peut-être ne guériraient jamais complètement. Mais, en regardant sa belle-mère, elle perçut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, de la vulnérabilité. Ce n'était plus la femme hautaine, mais quelqu'un de brisé, de repentant, demandant en silence une chance de recommencer. L'instinct maternel, qui battait maintenant plus fort que jamais en elle, parla plus fort. Car celui qui apprend à aimer un enfant apprend aussi à pardonner, même quand ce pardon n'est pas facile. Et alors cela arriva. Un geste simple, mais capable de changer des destins. La belle-mère, tremblante, s'approcha lentement. Elle ne demanda pas pardon avec des mots, mais tendit les bras avec hésitation. Le mari regarda son épouse, et elle, en silence, fit un pas en avant. Avec le bébé entre elles, les deux femmes s'enlacèrent. Ce fut une étreinte remplie de larmes, de souvenirs douloureux, de blessures encore non résolues, mais aussi d'espoir. Une étreinte qui n'effaçait pas le passé, mais annonçait la possibilité d'un avenir différent. À cet instant, les murs invisibles qui avaient si longtemps divisé la maison commencèrent à s'écrouler. Il n'y avait plus de vainqueurs, ni de vaincus, seulement des personnes marquées par la douleur qui, enfin, trouvèrent dans l'amour la possibilité de reconstruire. Le bébé, au centre de cette étreinte, devint le pont entre deux femmes autrefois séparées par la rancune, maintenant unies par la vie qu'il représentait. Le jeune homme, ému, s'approcha et les entoura toutes deux de ses bras, formant enfin un cercle complet. La maison, autrefois divisée, respirait autrement. Elle n'était plus un territoire de manipulation, mais un espace de renaissance. Et, bien qu'il reste encore beaucoup à reconstruire, cette étreinte prouvait que l'amour, lorsqu'il est véritable, est capable d'abattre des murs, de guérir des blessures et d'unir même les cœurs les plus éloignés. Ainsi, entre larmes et sourires retenus, naquit une nouvelle famille, plus forte, plus libre et surtout plus unie.